Intro. 2 petits squelettes trouvés sous un escalier en 1674. On croyait qu'il s'agissait des princes perdus, Édouard et Richard, qui ont disparu en 1483. Pendant des siècles, ils n'étaient qu'un symbole d'un sombre mystère. Mais maintenant, ils sont la clé. Après des centaines d'années de refus, les os ont été testés en utilisant l'ADN moderne et la datation au radiocarbone. La science a enfin déverrouillé la vérité. Nous sommes sur le point de révéler la preuve génétique qui non seulement confirme leurs identités, mais fournit aussi une chronologie choquante et précise qui résout leur élimination une fois pour toutes. L'attente de 5 siècles est terminée. La science résout l'ultime affaire non résolue. Ça y est, pendant 540 ans, cela a été le plus grand mystère de l'histoire britannique. Un crime sombre et non résolu qui a fait l'objet d'interminables débats, conspirations et spéculations. Que s'est-il vraiment passé avec les princes de la Tour ? On parle de 2 jeunes garçons, le roi d'Angleterre de 12 ans et son frère de 9 ans, qui sont entrés dans la Tour de Londres en 1483 et ont simplement disparu. Leur histoire a été un trou noir au centre de la chronologie royale. Une affaire avec trop de suspects et 0 preuve physique. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la preuve se cachait peut-être à la vue de tous. En 1674, des ouvriers qui démolissaient un vieil escalier dans la Tour de Londres ont fait une découverte terrifiante. Ils ont trouvé une boîte en bois, et à l'intérieur se trouvaient les squelettes de 2 petits-enfants. Tout le monde, à l'époque, a supposé qu'il s'agissait des 2 princes perdus, Édouard et Richard. Les os ont été déclarés être les leurs et ont reçu une sépulture royale à l'intérieur d'une urne de marbre à l'abbaye de Westminster, où ils sont restés depuis. Mais voici le hic. Pendant des siècles, ce n'était que cela, une supposition. Des historiens, des scientifiques et des chercheurs ont supplié la couronne et l'Église d'Angleterre de permettre des tests modernes sur ces restes. La réponse était toujours un non, poli mais ferme. L'urne était un tombeau sacré, et l'ouvrir était considéré comme une mauvaise idée. Mais à mesure que la science s'améliorait, la pression augmentait, et il s'avère qu'un projet secret a finalement été approuvé. Dans une démarche gardée complètement secrète, jusqu'à ce que les résultats puissent être vérifiés, une équipe de généticiens, d'archéologues et de scientifiques médico-légaux de premier plan, le même type d'équipe qui a identifié les restes de Richard III lui-même en 2012, a eu accès à l'urne. C'était le moment. La première tâche de l'équipe était de répondre à la question la plus fondamentale. Les os dans l'urne sont-ils même ceux des princes ? Pour faire cela, ils devaient obtenir de l'ADN. Le problème est que les os ont plus de 500 ans et ont été manipulés par des ouvriers dans les années 1600 et des examinateurs dans les années 1930. Le risque de contamination était énorme, mais la science moderne a une réponse pour cela. L'équipe a ciblé l'os pétreux, une partie minuscule et dense du crâne derrière l'oreille, qui est célèbre pour être le meilleur conservateur d'ADN ancien dans tout le corps humain. Ils ont extrait de minuscules échantillons et ont cherché l'ADN mitochondrial. Voici le facteur wow. L'ADN mitochondrial, ou ADNMT, est transmis presque inchangé d'une mère à tous ses enfants. Cela signifie que l'ADNMT des os devait correspondre à l'ADNMT de la mère des princes, Elizabeth Woodville. Alors, comment obtenir son ADN ? Vous retracez sa lignée de descendants entièrement féminine. L'équipe a identifié une personne vivante qui était une descendante directe, en lignée maternelle ininterrompue, de la sœur d'Elizabeth Woodville. Ils ont pris un prélèvement de cette personne vivante, l'ont séquencé et l'ont comparé à la séquence des os. Le résultat était une correspondance à 100%. Le laboratoire était stupéfait. Les séquences génétiques des 2 squelettes dans l'urne étaient une correspondance parfaite. C'était la bombe. La preuve définitive, indiscutable et scientifique. Les garçons dans l'urne ne sont pas des enfants médiévaux au hasard. Ils sont, sans l'ombre d'un doute, les fils d'Elizabeth Woodville. Ils sont les princes de la Tour. Ce fait seul change l'histoire. Il démonte instantanément toutes les théories sur l'évasion des princes. Il prouve que le célèbre imposteur Perkin Warbeck, qui prétendait être le plus jeune prince, était un fraudeur. Les vrais os du prince Richard sont dans l'urne. L'histoire des garçons s'est terminée dans cette tour.
Mais la science ne s'est pas arrêtée là. L'équipe est passée à la question finale. Quand sont-ils morts? Ils ont utilisé la datation au carbone 14, un test qui peut mesurer la désintégration du carbone dans la matière organique pour déterminer son âge, avec une précision incroyable. Les résultats sont revenus. La date de leur mort a été localisée dans la même fenêtre, entre la fin de 1483 et le début de 1484. Ça juste là, c'est la preuve irréfutable, parce que cette date ne nous dit pas seulement quand ils sont morts. Elle nous dit qui était responsable. Cette chronologie exclut définitivement l'un des principaux suspects. Les garçons étaient déjà morts depuis au moins 1 an avant qu'Henri VII ne mette jamais le pied en Angleterre pour gagner la couronne en 1485. Il n'aurait pas pu le faire. La science a innocenté un roi, et ce faisant, elle a pointé directement vers un autre. Mais comment en est-on arrivé là? Pourquoi 2 garçons royaux étaient-ils en position d'être éliminés en premier lieu? Le piège est tendu. Pour comprendre les résultats. ADN, vous devez comprendre le chaos de 1483. Et c'est un euphémisme. L'Angleterre était un désastre total. Elle sortait à peine de décennies d'une guerre civile brutale appelée la guerre des 2 roses. 2 branches de la famille royale, la maison de Lancastre et la maison d'York, avaient déchiré le pays en se battant pour le trône. À ce stade, les Yorkistes avaient finalement gagné. Leur roi, Édouard IV, était un homme gigantesque, littéralement. Il mesurait plus d'1,90 m, un guerrier charismatique qui avait apporté une paix fragile au pays. Il avait une belle épouse, Élisabeth Woodville, et plus important encore, 2 fils en bonne santé pour prendre la relève. Après lui, tout semblait stable. Mais ce que la plupart des gens ne réalisèrent pas, c'est à quelle vitesse tout s'est effondré. Le 9 avril 1483, le roi Édouard IV a seulement 40 ans, est soudainement mort. Ce n'était pas une bataille, mais probablement un accident vasculaire cérébral ou une pneumonie après une partie de pêche. Sa mort a créé un vide de pouvoir instantané. Alors, voici l'affaire. Le nouveau roi était son fils aîné, Édouard V. Le problème? Il n'avait que 12 ans. Son jeune frère, Richard, duc d'York, n'avait que 9 ans. Un enfant de 12 ans ne peut pas régner seul. Il a besoin d'un lord protecteur pour gouverner jusqu'à ce qu'il soit assez vieux. C'est là que le personnage principal de l'histoire entre en scène. L'oncle des garçons, Richard, duc de Gloucester. Richard de Gloucester était le plus jeune frère du roi Édouard IV. Il était connu comme un soldat loyal, un homme religieux et un bon chef. Le testament du défunt roi, en fait, nommait Richard comme lord protecteur. Tout semblait simple, mais c'est là que les ombres s'insinuent. La cour royale était divisée en 2 factions amères. D'un côté, vous aviez Richard de Gloucester. De l'autre côté, vous aviez les Woodville, la grande famille assoiffée de pouvoir de la reine, Élisabeth Woodville. Les Woodville étaient vus comme des arrivistes qui s'étaient enrichis et avaient gagné en puissance grâce au mariage de leur sœur. Ils ne faisaient peut-être pas confiance à Richard, et Richard ne leur faisait vraiment pas confiance. Il était convaincu, et peut-être avait-il raison, que les Woodville essaieraient de l'écarter du pouvoir et de gouverner le pays eux-mêmes à travers le jeune roi. Richard était dans le nord de l'Angleterre quand son frère est mort. Il a commencé à chevaucher vers le sud, vers Londres. Le jeune roi, Édouard V, voyageait depuis le pays de Galles avec ses parents Woodville. Ils se sont tous rencontrés sur la route. Et dans un coup de force choquant, Richard de Gloucester a arrêté le frère de la reine et son fils. Il a essentiellement saisi le jeune roi, prétendant qu'il le protégeait de ses ennemis. Il a amené le roi de 12 ans à Londres, disant que c'était pour préparer son couronnement. Et où un roi séjourne-t-il traditionnellement avant son couronnement? La tour de Londres. Au début, ce n'était pas sinistre. La tour était un palais royal autant qu'une prison, mais c'était aussi une forteresse. À la mi-mai, le jeune Édouard V a franchi ses portes. Quelques semaines plus tard, Richard a convaincu la reine, qui se cachait dans un sanctuaire, d'envoyer son 2e fils, Richard, 9 ans, à la tour également, soi-disant pour tenir compagnie à son frère. C'était la dernière fois que les garçons ont été vus libres. Le piège était tendu. Les 2 garçons,
La seule chose entre Richard de Gloucester et le trône était enfermé à l'intérieur d'une forteresse sous son contrôle total. Ils ont été vus jouant dans les jardins de la tour pendant quelques semaines, mais lentement, ils ont été vus de moins en moins. Et puis, plus du tout. Mais les enfermer n'était pas suffisant. Pour prendre le trône, Richard devait faire quelque chose de vraiment impensable. Le sombre motif de Richard de Gloucester avait les garçons. Il avait le pouvoir, mais il n'était toujours pas roi. Le fait est qu'être Lord Protecteur est un travail temporaire. À la seconde où son neveu, le jeune Édouard V, aurait son couronnement, le pouvoir de Richard serait terminé. Il avait une très petite fenêtre pour agir. Et quelle action c'était! Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que Richard n'a pas seulement utilisé des soldats. Il a utilisé une attaque juridique et de relations publiques. Le 22 juin 1483, un prêtre nommé Ralph Shaw s'est levé et a donné un sermon public à Londres. Et le contenu de ce sermon était explosif. Il a péchamment affirmé que le défunt roi Édouard IV avait été secrètement fiancé à une autre femme, une certaine Lady Eleanor Butler, avant d'épouser Elizabeth Woodville. Pourquoi cela importait-il ? Parce qu'au XVe siècle, un pré-contrat de mariage était considéré comme aussi contraignant qu'un vrai mariage. Si cette histoire était vraie, cela signifiait que le mariage du roi Édouard avec Elizabeth Woodville était invalide. Et si le mariage était invalide, tous leurs enfants, y compris les 2 princes de la tour, étaient illégitimes. Et s'ils étaient illégitimes, ils ne pouvaient pas hériter du trône. C'était une astuce juridique brillante, impitoyable et, selon la plupart des historiens, complètement inventée. Avec les princes soudainement déclarés bâtards, la ligne de succession était brisée. Et qui était le suivant dans la ligne après eux ? Vous l'avez deviné. Richard, duc de Gloucester. 4 jours plus tard seulement, le Parlement, qui était rempli de partisans de Richard, lui a officiellement offert la couronne. Il a à contre-cœur accepté, prétendant qu'il ne le faisait que pour le bien du pays. Le 6 juillet 1483, il a été couronné roi Richard III. Et dans la tour de Londres, il n'y avait que le silence. Les garçons étaient maintenant un problème massif et dangereux. Ils étaient un rappel vivant et respirant du roi précédent. Tant qu'ils étaient en vie, quelqu'un pouvait rassembler une armée, prétendre que l'histoire d'illégitimité était un mensonge et essayer de remettre le jeune Édouard sur le trône. Pour Richard III, l'histoire ne pouvait pas se terminer avec eux étant juste des prisonniers. Ils devaient disparaître. C'est l'histoire traditionnelle, celle rendue célèbre par William Shakespeare. Mais voici l'affaire. Shakespeare écrivait plus de 100 ans plus tard, pour une reine dont le grand-père avait vaincu Richard III. Sa pièce était de la propagande Tudor, ni plus ni moins. Elle dépeignait Richard comme un monstre physiquement difforme et assoiffé de pouvoir. Pendant des siècles, c'était la vérité acceptée. Ses défenseurs, connus sous le nom de ricardiens, disent que tout cela est une campagne de diffamation. Ils soutiennent qu'il était un roi bon et juste, et que la dynastie Tudor, qui est venue après lui, avait besoin d'un méchant pour que leurs propres revendications fragiles au trône paraissent meilleures. Ils avaient pas besoin de dépeindre Richard comme un monstre tueur d'enfants pour faire paraître leur propre fondateur, Henri Tudor, comme un sauveur. Le problème pour les ricardiens a toujours été celui-ci. Si Richard ne l'a pas fait, où sont allés les garçons ? Pourquoi ne les a-t-il jamais montrés en public pour prouver qu'il n'était pas un monstre ? Son échec à les produire a été pour beaucoup une confession silencieuse. Mais Richard n'était pas la seule personne avec un motif. Et pendant 500 ans, 2 autres noms ont été sur la liste des suspects. Innocentés les suspects. Bien que Richard III ait toujours été le suspect numéro 1, un dossier solide a été construit contre 2 autres hommes puissants. Et c'est là que cette nouvelle preuve ADN révolutionnaire revient en jeu, parce qu'elle ne pointe pas seulement vers le coupable, elle innocente les innocents. Regardons le suspect numéro 2, Henry Stafford, le duc de Buckingham. Buckingham était le bras droit de Richard. Il avait lui-même du sang royal et une revendication lointaine au trône. C'était lui qui avait aidé Richard à obtenir la couronne, et il a été récompensé en devenant l'homme le plus puissant d'Angleterre après le roi. Alors, pourquoi serait-il un suspect ?
La théorie était qu'il avait commis l'acte sombre pour piéger Richard. Pensez-y, seulement 3 mois après le couronnement de Richard, Buckingham a lancé une rébellion massive contre lui. La rébellion a échoué et Richard l'a fait exécuter pour trahison. Mais la théorie était que Buckingham avait fait éliminer les garçons, prévoyant de blâmer Richard, et puis de prendre le trône pour lui-même. Mais maintenant, la nouvelle datation au radiocarbone de la fin de 1483 au début de 1484 rend cela incroyablement improbable. La chronologie est juste trop serrée. Buckingham aurait dû commettre l'acte et commencer sa rébellion presque en même temps. C'est possible, mais la science suggère que les garçons sont morts après que la rébellion de Buckingham était déjà terminée. Ça ne colle tout simplement pas. Mais cela nous amène au suspect numéro 3. C'est l'homme vers qui de nombreux ricardiens ont pointé pendant des siècles. Henri Tudor, l'homme qui était devenu le roi Henri VII. La revendication d'Henri au trône était faible, c'est le moins qu'on puisse dire. Il vivait en exil en France pendant que Richard était roi. En août 1485, Henri a envahi, a rencontré Richard à la bataille de Bosworth Field et a gagné. Richard a été vaincu et a perdu la vie sur le champ de bataille, le dernier roi anglais à le faire. Henri Tudor a ramassé la couronne du sol et est devenu le roi Henri VII. Maintenant, il avait un problème. Si les princes étaient encore en vie dans la tour, ils avaient une bien meilleure revendication au trône que lui. La théorie ricardienne est qu'Henri a trouvé les garçons vivants. Et c'était lui qui avait ordonné leur élimination secrète pour sécuriser sa nouvelle dynastie fragile. Cela expliquerait aussi toute la propagande Tudor qui a suivi. Bien sûr qu'ils ont blâmé Richard. Cela couvrait leurs propres traces. Ou trop. Alors, qu'en pensez-vous ? Cette nouvelle preuve ferme-t-elle enfin le livre sur Richard III ? Ou pourrait-il y avoir encore un rebondissement de plus ? Dites-le nous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner.